Culture Soccer. Tous et bienvenue à l'épisode de Culture Soccer, le podcast francophone de soccer nord-américain. Cette semaine, je suis avec Anthony. Comment ça va, Anthony de Varenne, qui est le co-rédacteur en chef de Culture Soccer. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien, très heureux d'être avec toi. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas enregistré avec toi. On fait que du duo avec Adi et toi, ou toi et Adi, ou toi et moi. On n'a pas réussi à se qualifier tous les trois encore, Ouais, mais j'espère que tout va bien au Canada. Oui, tout va bien. Non, ça va bien. On s'enchaîne les podcasts, une petite rotation là, parce que même si des fois on a des par exemple Adi ou toi ou moi on est sur le banc, ben on est des niveaux égaux, donc ça va bien. C'est ça. On fait un peu de rotation, chacun du travail, on taffe sur les guides MLS et USL et d'autres articles. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, on a des articles chaque semaine, encore une fois. Mais ça, vous le savez déjà, et on va parler un petit peu tous les deux, Anthony, avant d'accueillir Donovan, supporter de Portland, en deuxième partie. On va parler de trois petites choses. 1, les nouveaux maillots de la MLS. 2, le nouveau contrat entre la MLS et l'union des joueurs. Et 3, des nouveaux transferts. Donc commençons avec les maillots qui ont été dévoilés par Adidas cette semaine. Ce sont des maillots qui célèbrent un peu les 25 ans de la MLS, donc qui sont un peu un style rétro, on va dire. On les a tweetés sur Culture Soccer, en demandant ce que vous en pensiez, et vous aviez des avis très très différents. C'était intéressant, je l'avoue, ne pas les aimer du tout au tout début, quand je les ai vus, et puis en fait, finalement, une fois portés, parce que la MLS a fait une sorte de défilé avec pas mal de people, avec leur maillot, et une fois portés, en fait, il y en a certains qui passent un peu mieux que d'autres, je trouve. Anthony, quels sont tes préférés? Je sais pas s'il y en a qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour toi. Ben moi, premièrement, j'ai été un peu surpris de voir il y avait des équipes qui n'avaient pas les trois petites bandes comme Chicago, parce que vraiment, la MLS la mettait de l'avant. Et quand on regarde, il y a juste Chicago qui n'a pas les bandes. Alors j'ai une explication pour ça, en fait, c'est parce que comme ils viennent de changer le logo, il fallait recréer totalement l'identité visuelle, et apparemment ça prend plus de 2 ans. Donc c'est pour ça que Chicago, tu fais bien de le pointer du doigt, est la seule équipe qui a pas ce maillot style rétro avec les 3 bandes Adidas sur l'épaule droite. Ouais, donc sinon là, si je peux faire un peu mon top 3 de ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai moins aimés, dans le top, commençons par les bons là, les bons élèves. Premièrement, je trouve que celui du DC United me fait rappeler un peu à leur début. Je le trouve très beau. Vraiment, ça me fait penser à l'époque des Marco Echevarri et Jimmy Moreno. Donc, vraiment, ça fait penser à la belle époque du DC United lorsqu'elle enchaînait les MLS Cup. Sinon, celui de Minnesota, j'ai l'impression qu'il y a eu un réel travail là, derrière le maillot. On voit vraiment les ailes qui est l'emblème du club. Je le trouve très bien. Sinon, peut-être un peu plus niveau classique. J'ai aimé aussi celui de Philadelphie qui est tout dans les détails. Là. Il semble assez sobre, mais au final, quand on le regarde de plus près, il y a des détails. Donc j'ai aimé ces trois-là. Toi, niveau tes tops, c'est quoi? Ouais, d'ailleurs, je voulais te dire, rebondir sur ce que tu as dit, il y a beaucoup de détails sur les maillots et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, malgré certains soucis comme le fait que Adidas oblige un peu tous les clubs à avoir le même template avec les 3 bandes et puis le col un peu en V. Malgré ça, c'est vrai que les détails sont tous les maillots, il y a des petits drapaux, il y a des trucs de la région, il y a des slogans, ils ont fait un petit effort au niveau de l'identité locale, je trouve, et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Minnesota et DC, que du coup je vais pas citer parce que tu l'as fait, surtout que Minnesota c'est un peu un throwback aux années où ils étaient en NASL. Il y a quelques années ils avaient aussi cette L sur le maillot. Dommage, le sponsor gèle un peu, je trouve, le sponsor Target sur le maillot de Minnesota, il est assez gros. Mais du coup, si je devais en sortir 3, je dirais le maillot de San José est très sympa, un maillot extérieur blanc mais avec des couleurs jaune et bleu. Les traits sont bizarres, mais je trouve que ça a un côté rétro assez réussi. Et je vais aussi citer celui des New York Red Bulls, que je trouve très très cool. Il est tout noir et tous les logos et les couleurs sont rouges. C'est un côté un petit peu site de Star Wars qui est assez intimidant, j'aime beaucoup franchement. Et le dernier, ce serait celui des Colorado Rapids, mais parce que j'aime beaucoup les couleurs des Colorado Rapids en général, une sorte de Bordeaux un peu à Burgundy, qui est toujours très réussi selon moi. Et niveau des flops, je te laisse aller d'abord.
Oui, vraiment, il y en a quelques-uns que j'ai moins aimés, mais si je peux commencer, je dirais Cincinnati. Vraiment, Mm. le côté bleu foncé, bleu pâle, je l'ai pas trop compris. Mhm. Sinon, Houston, je me perds dans leur maillot, vraiment, vraiment avec un peu les lignes abstraites et tout. C'est moyen et vraiment, là, le troisième, j'ai été très déçu en le voyant et vraiment, c'est le maillot de Nashville, malheureusement, vraiment sur la photo, semble être genre plutôt mauve que bleu foncé. Donc Mm. vraiment, j'avais quand même beaucoup d'attentes à ce maillot. Et vraiment, il y a certains des maillots qui ont l'air sub, mais vraiment, Nashville, je sais pas si c'est parce que c'est la première année, on veut pas trop aller dans la fantaisie, là, mais vraiment, là, j'ai été quand même déçu des deux maillots. Le domicile, il est beau, quoique très très simple, et celui extérieur continue dans la même lancée, là. Mais Mm. j'ai l'impression que le rendu, en tout cas lors du dévoilement, il semblait plutôt mauve et j'aurais préféré qu'il soit plus du côté du bleu. Mhm. Ouais, tu sais quoi, pour le coup, j'aime pas du tout le maillot tout jaune, mais celui-là, je trouve que ça va, je sais pas. En fait, je suis en train d'être un peu conquis par ces maillots que j'aimais pas du tout, mais finalement, on s'habitue au côté rétro, mais c'est vrai que ils auraient pu faire un peu plus original. Moi, mon flop 3, je vais aussi citer mon club, Seattle, je trouve ce maillot horrible. On dirait vraiment qu'il y a des tranches de bambou sur le maillot. Et puis, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, Seattle, comme ils ont gagné la dernière MLS Cup, ils ont une étoile, et puis comme c'est la deuxième qu'ils ont gagné, ils en ont une autre. Et au lieu d'avoir mis les deux étoiles à côte comme font les équipes championnes du monde, ils ont mis l'étoile du dernier championnat qui est plus grosse au-dessus. Mais sauf qu'elle est sur la couture de la manche plutôt qu'être sur celle du torse. Elle est un peu divisée, ce qui est hyper moche. Je sais pas comment Adidas a fait ça, mais ça rend très très mal, je trouve. Hmm. Et sinon, je vais dire l'impact, je suis un peu déçu. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'aiment. Moi, je trouve grisâtre en fait. Ça manque de couleur et c'est pas blanc et noir, tu vois, c'est juste gris. Je suis pas un fan, alors que j'aime bien normalement les maillots de l'impact. Et le dernier, c'est le Real Salt Lake. Euh, c'est vraiment un globi bolga un peu psychédélique. Un peu à l'image de Houston. Ouais, un petit peu, c'est vrai, c'est un peu le même template, mais j'aime pas du tout. Et puis aussi, ouais, juste un dernier truc, les New England Revolution et Adidas, pardon, et Los Angeles Galaxy, ils ont tous les deux un maillot qui est plutôt pas mal, sauf que le trait au milieu est fait un peu avec un vieux pinceau, on dirait, et je trouve que ça rend pas très bien. Mais bon, les goûts, les couleurs, j'ai l'impression vraiment sur les réseaux sociaux, tout le monde était divisé sur chaque maillot. Il y en a par exemple Portland, c'était un des préférés, mais il y en a qui l'aimaient pas du tout. Pareil pour DC ou Miami d'ailleurs, qui a un premier maillot noir et rose. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé de l'autre côté, plus de rose et un peu moins de noir. Mais ouais, les maillots n'ont pas laissé, en tout cas, n'ont pas laissé les gens de marbre et beaucoup se sont exprimés sur le réseau pour les défendre ou pour les attaquer. Oui, Donc, oui, en effet, comme par exemple un maillot le maillot des Earthquakes, personnellement, je ne l'aime pas, mais au moins je vois qu'il y a un peu une certaine symbolique derrière. Tandis que le maillot de l'Impact, j'ai l'impression que je sais pas si c'est une pub ou quoi, mais on dirait un maillot à colorier. Je sais pas si il donne les couleurs du club par après ou. bon, après, c'est maillot extérieur, donc c'est peut-être pour Ouais, ça, non, mais c'est ouais, ça. Mais... je suis d'accord, c'est assez grisâtre, je suis pas fan. Mais passons à la deuxième grosse actualité, ça c'est assez énorme, ça va devenir très technique, mais essayez de rester avec nous, on va essayer de faire de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour vous. La MLS, chaque 5 ans, il me semble, doit faire un nouvel accord, pardon, avec l'union des joueurs. C'est-à-dire qu'ils doivent s'accorder sur peut-être des augmentations salariales, des augmentations au niveau des règles, et en fait, il y a des négociations tous les 5 ans qui se passent comme ça. Et chaque année, les joueurs arrivent un petit peu à renégocier, mais la dernière fois, ça s'était très mal passé, et il y a eu un accord la veille du démarrage de la saison, et sinon les joueurs seraient entrés en grève. C'est ce qui s'est passé notamment en NBA, il me semble, il y a quelques années. Donc voilà, dans tous les sports américains, il y a souvent cet accord qui doit être fait entre l'union des joueurs et la MLS, puisque c'est la MLS qui rémunère les joueurs. Et il y a eu pas mal de changements avec ce nouvel accord. Des changements, on va en parler un petit peu. Notamment, on va les faire un par un. Un des changements, c'est que jusque-là, les clubs avaient été donnés par la Ligue de l'argent d'allocation générale et de l'argent ciblé. L'argent ciblé ne pouvait être que sur certains joueurs assez stars, et c'est la MLS qui décidait un petit peu qui en avait. Et l'argent général, c'était pour n'importe qui dans l'effectif. Mais cet argent général était très petit par rapport à l'argent ciblé. En fait, la MLS poussait un petit peu les clubs à acheter les joueurs étrangers assez chers, mais pas joueurs désignés, et à les rabaisser avec cet argent ciblé.
Et les clubs n'aimaient pas trop ça parce que ça faisait en sorte que la ligue décidait à qui tu pouvais donner l'argent ou pas. Je me souviens que Seattle, par exemple, avait voulu donner de l'argent ciblé à Stéphane Frey, le gardien, pour augmenter son salaire, et la ligue avait refusé parce que pour eux, cet argent doit vraiment aller dans des joueurs étrangers. Et cet argent va disparaître, l'argent ciblé, petit à petit va diminuer pour donner plus d'argent d'allocation générale au club. Ce qui fait que les clubs vont être beaucoup plus libres de pouvoir utiliser cet argent sur qui ils veulent, notamment sur des jeunes américains, par exemple, si tu veux les garder pour qu'ils partent en Europe, pas forcément que sur les étrangers, ou alors des joueurs importants pour ton effectif. C'est donc une bonne nouvelle, plus de liberté pour les clubs, et c'est quelque chose que les joueurs ont vraiment essayé d'attraper pendant ces négociations. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony, de cette première nouvelle? Ouais, déjà, je pense que c'est bon que les clubs aient plus de liberté. On le sait, la MLS, avec ses règles, c'est un peu compliqué, mais là, qu'ils laissent un peu plus de liberté, moi, je trouve que c'est positif. Et surtout, là, je pense que ça va aider les clubs à... Parfois, tu sais, c'est bien que les jeunes partent, mais parfois, on aimerait les garder peut-être une saison ou deux pour qu'ils réussissent un peu plus. Mais comme tu disais, parfois, on dirait que les clubs ont un peu les mains liées au niveau... cap salarial et tout pour garder leurs jeunes qui voient un peu l'Europe à leurs pieds, qui offrent des bons salaires. Donc, les clubs avaient besoin de ça pour s'aligner sur ces salaires. Donc, peut-être qu'à l'avenir, là, on va voir les jeunes un peu plus rester et peut-être même faire le saut en MLS. Parfois, on en voit partir directement en Europe. Peut-être que là, on va pouvoir on va peut-être avoir la chance de voir les plus belles perles, là, une ou deux saisons au moins. Oui, et puis en plus, l'argent sera augmenté, l'argent en général d'allocation. Donc ça devrait être pas mal, et surtout pour les jeunes, je trouve que c'est une excellente chose, comme tu le dis. Un autre changement qui a été fait, c'est il y aura bientôt un nouveau contrat télévisé pour la ligue, et en gros au-dessus d'un certain revenu, si jamais, alors c'est un peu compliqué, mais si les négociations pour les revenus télévisés de la ligue atteignent un certain palier, ces revenus reviendront pour les clubs pour payer les joueurs. Donc on a peut-être un petit peu de liberté aussi financière à ce moment-là. J'ai pas envie d'entrer en trop en détail parce que là c'est extrêmement compliqué. Ça dépend de combien les revenus télévisés seront en 2022, puisque la MLS veut les renégocier, et ça pourrait être très bon comme très mauvais, parce que les audiences télévisées sont assez compliquées en MLS, et certaines ne marchent pas. Donc on va passer ça très rapidement, mais on va plutôt parler du salaire minimum qui va augmenter. Donc, comme j'ai dit, c'est tous les 5 ans, cet accord. Donc, d'ici à 2024, les salaires minimums pour un joueur senior de la ligue augmenteront de $70 000 par an à 109 000. Donc, quand même une augmentation de $39 000 par an, ce qui est pas mal parce que ça veut dire qu'un joueur en général en MLS, le minimum, c'est un salaire à 6 chiffres, $109 000. Et j'entendais pas mal d'interviews, c'est très utile pour les joueurs, par exemple, qui sont dans un effectif à Los Angeles ou à New York. Forcément, c'était un salaire minimum, 70 000, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, pour vivre à l'intérieur de métropoles très très chères comme Los Angeles et New York, ça peut être très compliqué, hein, Anthony. Oui, surtout, et souvent, c'est des joueurs là pas souvent, mais il y en a certains que parfois, ils arrivent des universités, donc ils ont un diplôme en poche, ils pourraient gagner peut-être plus. Ils arrivent en MLS un salaire de 70 000. On en a vu abandonner à cause de cela. Je pense à Andrew Wenger, qui faisait une belle carrière avec Houston, mais malheureusement, il a pris sa retraite. Un Brandon Vincent, également à Chicago. C'est des bons joueurs. Que je crois qui auraient aidé la MLS à progresser. C'est des joueurs vraiment made in MLS, des joueurs de base, des joueurs un peu, on pourrait dire d'effectifs, pas des vedettes, mais ils aidaient leur club et le salaire était tout simplement pas assez élevé. Et je crois qu'en augmentant de 39 000, c'est très bien. Et il y a également le salaire des réserves là, qui passe de 85 000 avec des gros bonus de performance. Donc ça aussi, ça va aider. Je crois que c'est bien là, que je pense que la MLS commence à réaliser que les joueurs un peu de rotation, là, ça aide beaucoup les clubs également et la MLS en a grandement besoin. Là. Oui, et puis ça montre un peu tout le chemin qui a été parcouru. Donc $109 000 le salaire minimum en 2024 pour un joueur senior, pas de réserve. Mais il y a jusqu'en 2005, c'était, il me semble, $17 000 et 12 000 pour un joueur réserve. Donc on l'a dupliqué en 20 ans, ce qui est très bon, parce que j'avais lu un article très intéressant sur comment les joueurs vivaient avant.
avec moins de 20 000 dollars par an, ce qui est ridicule. Et les mecs devaient travailler à côté et tout ça, alors qu'ils étaient footballeurs professionnels en MLS au début des années 2000, notamment Chris Wondolowski. Donc c'est très intéressant comment ça a évolué, et aujourd'hui les athlètes américains sont bien traités. Là, par contre, un endroit où la Ligue a gagné un petit peu de pouvoir par rapport à ses clubs, contrairement à l'argent d'allocation dont on parlait plus tôt, c'est la règle des joueurs désignés. Vous le savez, chaque équipe a le droit à 3 joueurs désignés, c'est-à-dire 3 joueurs qui excèdent le salaire minimum. Maximum, pardon. On appelle aussi la règle Beckham, puisqu'elle est là depuis que Beckham est arrivé, elle a été signée par le LA Galaxy. Et jusque-là, les clubs étaient complètement libres dans les joueurs désignés qu'ils voulaient signer. Donc parfois, il y avait des gros flops notamment. Et cette fois, la Ligue a décidé que pour les 2 premiers joueurs désignés, les clubs font ce qu'ils veulent. Par contre, le 3e, la Ligue se réserve de limiter leur salaire à 1,61 million, sauf si le joueur a moins de 23 ans. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes le LA Galaxy et vos joueurs désignés sont Jonathan Dos Santos et Christian Pavón. Chicharito, avant de le signer, il va falloir demander à la Ligue, puisqu'il a plus de 23 ans, si c'est OK ou pas pour le signer. Donc pour Chicharito, ça posera pas de problème, mais à mon avis, pour des noms un peu moins connus que certains clubs veulent signer, la Ligue risque de refuser s'il n'a pas moins de 23 ans. Donc je pense que l'idée là-dedans, c'est de forcer ou un petit peu d'inciter les équipes à signer des joueurs de 22 ans ou moins. Donc plus de contrôle au niveau de cette ligue. Qu'est-ce que tu penses, Anthony, de cette règle? Ouais, je suis un peu mitigé. D'un sens, ça l'aide les clubs à recruter plus jeunes, mais d'un autre sens, j'ai l'impression que c'est vraiment la MLS qui a encore peur de sa réputation de ligue de pré-retraite, mais d'un sens, moi j'aime quand les clubs sont libres, peuvent faire ce qu'ils veulent et tout, et ça les restreint un peu. Ça me fait penser un peu à la ligue, là, pas la ligue, à la règle qu'il y a en NPL avec les joueurs internationaux qui doivent avoir, je crois que c'est moins de 23 ans. En tout cas, une certaine partie. Vraiment, je trouve que c'est des genres de règles que, par exemple, si le joueur a 24 ans, la Ligue peut le refuser, puis au final, il y a peut-être autant de potentiel que le joueur de 23 ou 22 ans. Ouais. Donc, c'est surtout pourquoi 23? Je sais que c'est un peu... d'habitude, quand un joueur a beaucoup de potentiel, il a moins de 23 ans, mais quand même, je trouve que c'est assez dommage parce que des fois, pour quelques jours, là, peut-être que le transfert va pas fonctionner et le joueur avait autant de potentiel, là. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ça libère un peu plus d'argent, parce que si tu signes à moins de 20 ans, apparemment, tu as plus d'argent d'allocation. Mais je trouve ça très étrange. Et voilà, c'est peut-être 25 ans aurait été mieux. Et puis, le truc bizarre aussi, c'est que c'est plus risqué pour un club de prendre un jeune joueur désigné, parce que c'est pas un mec qui est... t'es pas sûr de son talent, ça peut être un flop si jamais il s'habitue pas à la MLS. Ouais. Et donc ça pousse les clubs à prendre des risques, et je sais pas si voilà, un club qui veut juste se renforcer avec les valeurs sûres, bah c'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est mieux de laisser les clubs signer des jeunes s'ils veulent, mais voilà, la ligue faut se développer un peu comme une ligue de vente, il me semble, et donc ils ont décidé de faire cela. Un autre endroit où ça change, alors là c'est aussi très compliqué, mais avant, si un joueur n'avait pas 28 ans et 8 ans de carrière en MLS, donc il fallait ces deux trucs, si un joueur n'avait pas 28 ans et 8 ans de carrière, il ne pouvait pas être agent libre à la fin de son contrat. Il devait renégocier avec la MLS ou avec son club. Et maintenant, cet âge a baissé à 24 ans et 5 ans de service en MLS, donc c'est un petit peu mieux, ça laisse un peu plus de liberté pour les joueurs, moins de problèmes, parce que le problème c'est que avant, les joueurs qui étaient libres pouvaient être signés pour leur équipe pour juste un petit peu plus cher. Ils n'étaient pas libres de signer où ils valaient parce que leur équipe avait toujours les droits, donc ils n'étaient pas libres. Donc voilà, c'est toujours pas ce qu'ils appellent la free agency. C'est pas une free agency totale, c'est pas une liberté pour les joueurs totale, mais c'est quand même une progression par rapport à ce qui se faisait avant. J'imagine que tu es d'accord, Anthony. Ouais, c'est ça. On est sur la bonne voie. Et vraiment, c'était assez absurde là, auparavant. Donc, on est sur la bonne voie. Moi, j'aurais tenté de réduire peut-être les 5 ans de service avec la MLS. Le 24 ans, je trouve que c'est correct. Mais c'est ça. J'aurais essayé de réduire le 5 ans de service. Mais à part ça, je trouve qu'on est sur la bonne voie. Et ça doit être les joueurs ne pouvaient pas tout avoir, là. Donc, non, c'est une amélioration. Donc, je pense pas qu'il faut cracher dessus, là. Et oui, puis la dernière chose dont on doit parler, parce que c'est un point qui était très controversé,
Les charter flight en anglais, vol nolisé en français, je sais pas si c'est français canadien ou français d'ailleurs, mais c'est en gros voilà les vols qui ne sont pas avec des compagnies de ligne, puisque si vous ne le savez pas, la MLS a un plafond et tu ne peux utiliser que 4 vols totalement privés par saison. Tu n'es pas obligé de le faire en plus, donc certains clubs ne le font pas. Et ça fait des grosses polémiques en MLS. On a notamment vu des grosses stars comme Wayne Rooney tweeter comme quoi c'était n'importe quoi, parce que c'est un choc pour certains grands joueurs de devoir prendre, voilà, si tu es Montréal et que tu vas jouer à Los Angeles, ou si tu es Vancouver et tu vas jouer à Miami, ça fait d'énormes vols. Et puis parfois tu vas faire des connexions, tu dois faire des heures d'autocar. Et donc c'était un gros problème de la ligue d'avoir cette limite de 4 qui n'était même pas employée par certains clubs. Donc maintenant, à compter de cette saison, chaque équipe aura 8 vols nolisés, charter flight, qui seront obligés de faire. Donc même les plus radins des propriétaires, je pense notamment à New England qui apparemment n'utilisait pas trop ces vols, ils devront utiliser au moins 8 vols nolisés. Et ça augmentera de 2 chaque année jusqu'en 2024 où ça sera 16 vols obligatoires. Et en plus, très bonne nouvelle, mais ils seront obligatoires pour les matchs de play-off. Donc en play-off, les propriétaires n'auront pas le choix, ils devront offrir les vols nolisés à leur équipe, ainsi qu'en CONCACAF Champions League, ce qui est énorme parce qu'en CONCACAF Champions League, les trajets sont très très longs. Donc voilà, des bonnes nouvelles, Anthony, pour les joueurs. Ouais, en effet, je trouve que en dehors du terrain, en dehors vraiment de l'aspect sportif, c'est vraiment l'aspect que je crois qui avait fait le plus de bruit la saison dernière. Tu as parlé de Wayne Rooney, mais vraiment c'est insensé quand il y a des joueurs là, qui viennent d'Europe, qui sont pas habitués à faire beaucoup de trajets. Ils arrivent ici, ils sont pratiquement des journées complètes en avion. Vraiment, ça devait être très fatigant et ça augmentait le risque de blessure. Donc, je crois que là, ça va améliorer les choses. Et non, je trouve ça bien, là. C'est vrai que c'était un symbole vraiment de la lutte des joueurs, même si c'était pas leur priorité, ils l'ont dit plusieurs fois en interview. C'est quand même un symbole parce qu'il y en a qui se plaignaient, voilà, quand tu fais 8 heures de vol dans un vol commercial, parfois tes jambes sont un petit peu compressées, voilà, t'as pas beaucoup de place et si tu dois jouer un match le lendemain, c'est très compliqué. Je me souviens qu'il y avait un article aussi je crois que c'était les joueurs de l'Impact qui racontaient leur histoire, comment ils avaient dû rentrer juste après le match, ils n'avaient même pas resté en ville après un match à Boston. Bref, des bonnes nouvelles pour les joueurs. J'ai l'impression que cet accord a été était plus simple à faire. Les joueurs et les propriétaires ont réussi à se rencontrer un petit peu au milieu des négociations et à avoir chacun des concessions des deux côtés. Donc en 2024, on sera reparti pour des nouvelles négociations et ça va être toujours plus compliqué, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que ça s'est bien passé cette fois-ci et qu'il n'y a pas eu de grève parce que ça aurait été très compliqué et puis la saison aurait pu être vraiment galère si elle avait commencé avec des grèves. On va passer à notre troisième partie de ce podcast qui se passe sur les transferts. Les transferts, il y en a eu pas mal cette saison, cette dernière semaine, pardon, depuis la dernière fois qu'on a parlé avec Adi. Notamment, on va parler des Piatti, parce qu'il y a eu des Piatti qui ont été un petit peu dans l'actualité. Alors tout d'abord, Nacho Piatti serait sur le départ pour San Lorenzo, c'est pas encore officiel, mais c'est dans les médias argentins depuis plusieurs semaines, et ça semble de plus en plus chaud. Anthony, si Nacho Piatti part, est-ce qu'à ton avis c'est le bon moment pour l'Impact pour le laisser partir avant que ce soit trop tard? C'est sûr que s'ils veulent quelque chose en retour, je crois que c'est le bon moment, mais niveau communication du club ou quoi que ce soit, je crois qu'un joueur comme Piatti se devait d'avoir un hommage et tout au dernier match de la saison et vraiment le fait qu'il ne l'a pas eu, je crois que ça rend les supporters d'Impact amers. Vraiment, c'est un des joueurs les plus sous-estimés en MLS. Il a tellement donné pour ce club. Et voir qu'il ne peut même pas dire adieu là, à ses partisans, c'est décevant. Mais si on parle au niveau affaires et tout, je crois que c'est un des derniers moments pour le vendre. Là. Parce que de toute façon, je pense qu'il partait à la fin de la saison 2020. Donc, non, c'est le bon moment s'ils veulent quelque chose en échange, mais j'ai l'impression qu'au niveau exécution, l'Impact aurait pu faire beaucoup mieux. Là. Oui, en effet, il y avait. C'était peut-être le bon moment, mais ouais, c'est mal fait. Et puis en plus, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et que c'est pas fait. C'est pas été très discret, donc même s'il revient, on saura qu'il a négocié pendant plusieurs semaines, ce qui est dommage. Et un autre Piatti, c'est Pablo Piatti qui arrive à Toronto chez les rivaux de Montréal, donc ça m'a fait sourire plus d'un. Il arrive en tant que joueur désigné de l'Espagnol Barcelone.
Il a 31 ans bientôt et il a joué en Espagne depuis 2008. Ça va être un autre joueur désigné. 300 matchs de Liga, plus de 48 buts, 42 passes décisives. C'est un joueur qui sera un petit peu là pour essayer d'augmenter le talent qu'il y a à Toronto. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, toi, Anthony? Il y a juste un truc, s'il est troisième joueur désigné, puisque Michael Bradley a baissé son salaire, donc il y avait un spot libre. Ouais, en effet, je crois que c'est un bon joueur. Récemment, avec l'Espagnol, moi, les peu de matchs que j'ai vus, honnêtement, c'était un joueur moyen de Liga, donc c'est même un peu moins. Mais je pense que c'est une bonne addition pour la MLS. Et surtout pour Toronto, là, c'est vraiment drôle. Lorsque Ignacio Piatti part, Pablo Piatti arrive. J'ai l'impression que Toronto sont toujours bons pour un peu narguer Montréal, là, avec je trouve que cette signature est vraiment est emblématique de ce que Toronto fait. Aujourd'hui, il signe Piatti. Hier, il signait Laurent Simon. Vraiment, c'est magique. Et j'ai l'impression que cette arrogance de Toronto, on la voit rarement du côté de Montréal. Et je pense que Pablo Piatti a le niveau, mais surtout le nom parfait pour Toronto, si je peux me permettre. Ouais, c'est sûr, mais ça sera un bon mouvement, je pense aussi. Ça apportera un petit peu de profondeur au niveau des milieux, puisqu'ils avaient perdu notamment Benezet. Même s'il y a vraiment du monde en fait au milieu de terrain, mais voilà, un peu d'expérience sûrement. On va parler un petit peu du Real Salt Lake maintenant. Le Real Salt Lake qui a perdu Jefferson Savarino, qui est parti à l'Atlético Mineiro pour alors ça serait autour de 2 millions de dollars, mais ça n'a pas été confirmé, donc assez cher quand même pour le Vénézuélien. Qui avait 23 ans, et ils sont apparemment pas loin de signer Justin Meram. Qu'est-ce que tu fais de ce départ et de cette arrivée Premièrement, moi, un joueur qui part au Brésil, je trouve ça quand même assez surprenant. C'est rare qu'on voit ça. D'habitude, on voit plus Brésil, États-Unis, pas États-Unis, Brésil. Donc, j'ai été quand même surpris, mais honnêtement, je m'attendais à voir Savarino à partir là. Lorsque j'ai vu les signatures là, après la saison 2019 du côté du Real Salt Lake qui signe Douglas Martinez, Michael Chang, vraiment des joueurs superbes mais qui prennent de la réserve, là, je m'attendais à un départ. Et là, dernièrement, quand j'ai entendu les rumeurs là, avec Justin Meram et tout, je me suis dit c'est sûr que Savarino part. Donc c'est un départ. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il avait une excellente communication avec Rusnak, avec Plata, mais honnêtement, je crois que c'est un transfert record pour le Real Salt Lake. Donc, je crois que c'est bien. Et c'est une page qui se retourne pour le Real Salt Lake avec notamment le départ de Nicky Rimando. Mais je crois que cette année-là, ça va être tout de même une belle saison pour le Real Salt Lake. Et je crois qu'il s'était préparé à son départ. Là. Je pense que ça se discutait depuis la mi-saison. Je crois qu'on entend des rumeurs du fait qu'il va partir. Là. Donc, non, je suis pas choqué. Là. Ouais, apparemment, il voulait rejoindre sa famille, était plus proche au Brésil, donc voilà. Mais je serais très content, moi, qu'il signe Justin Meram, parce que c'est un excellent joueur, et je suis assez surpris de le voir toujours libre en ce moment. Ensuite, un autre club qui a fait des gros mouvements, c'est le FC Cincinnati, on en parle souvent, parce qu'ils ont fait un mercato assez intéressant, et ils ont signé notamment Adrien Regatin, qui est un Marocain qui jouait avant à Toulouse, pour ceux qui suivent la Ligue 1, mais le gros transfert pour Cincinnati, c'est Jürgen Locadia. Il est en prêt de Brighton et Hove Albion, un club de première ligue, pardon. Et il arrive à Cincinnati en tant que joueur désigné. À 26 ans, c'est vraiment un ancien espoir hollandais qui avait énormément d'espoir, d'attentes en lui, vraiment au début de sa carrière, qui jouait avec le PSV Eindhoven. Et il était parti pour Brighton and Albion. On pensait que ça allait être le futur, une future star, parce qu'il était à 15 millions de pounds, donc autour de 20 millions de dollars, son transfert tout de même. Et puis finalement, il a fait un peu un flop. Offenheim aussi, c'est pas très bien passé. Donc il arrive à Cincinnati, mais il a beaucoup de talent, notamment marqué des buts superbes quand il était à Eindhoven. Donc Cincinnati, Anthony, on est d'accord, il se renforce énormément. Oui, honnêtement, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui peut avoir autant d'impact que Joseph Martinez. Il a un peu été en échec en Europe
les dernières saisons. Mais en fait, en Europe, il vient du Pays-Bas, là, donc c'est pas comme s'il serait un Sud-Américain, mais vraiment, les dernières saisons ont été difficiles au niveau européen. Et j'ai l'impression qu'il vient se relancer en MLS et je crois que vraiment, il a le potentiel d'être aussi bon que Joseph Martinez, selon moi. Là. Donc, vraiment, c'est le genre de signature que j'aime. Et surtout que, comme je viens de le dire, il vient du Pays-Bas. Ça rentre un peu avec l'histoire de la ville de Cincinnati. Ça reste logique avec le directeur sportif. Donc, vraiment, non, j'adore cette signature-là de Cincinnati. Là. C'est du lourd, là. Ouais, non, je suis d'accord. Ils ont fait un mercato énorme et je serais pas surpris s'ils font les playoffs, s'ils arrivent à mettre tous ces événements ensemble, ils seront très bons. Et les derniers transferts desquels je voulais parler, c'est ceux de Seattle qui a enfin signé les joueurs parce qu'ils n'en avaient pas fait encore cette saison, à part O'Connor de Colorado Rapids, mais qui était agent libre. Là, ils ont dépensé de l'argent pour 2 joueurs. Tout d'abord, Yemar Gomez Andrade, un Colombien, défenseur central, 27 ans, avec de l'argent TAM, et puis surtout un nouveau joueur désigné, ce serait un Brésilien, numéro 6, João Paulo, qui arrive du Brésil en 28 ans, qui était avec Botafogo, pardon. Apparemment, ce serait un milieu très versatile, donc on s'attendrait à le voir jouer à côté de Gustav Svensson ou notamment Christian Roldan. Donc voilà, 2 grosses signatures pour Seattle qui se renforcent enfin, même s'ils n'ont pas perdu grand monde, à part Victor Rodriguez et puis leurs défenseurs centraux Roman Torres et Kim Ki. C'était important quand même que les champions se renforcent, n'est-ce pas, Anthony? Oui, en effet. Les champions doivent de bien défendre leur titre. Donc, non, c'était important qu'ils se renforcent à cette position avec les récents départs. Là. Donc, non, c'est un peu plus rassurant. Là. Le mercato de Seattle, si je me souviens bien, me semble au début était un peu calme. Mais là, on a vu enchaîner quelques transactions, donc ça va. Là. Ouais, en effet, et il a fallu juste signer un petit peu quelques joueurs. Je m'attends à une ou 2 autres signatures, mais ça devrait aller. Et finalement, un dernier truc dont je vais parler, j'ai quand même oublié, c'est pour signaler qu'on parlera bien sûr de Rodolfo Pizarro quand sa signature avec Miami sera officielle, mais apparemment c'est toujours pas fait. La clause serait d'environ 20 millions de dollars. Et c'est pas encore signé par Miami. Ça fait des jours et des jours que le nom traîne, mais on ne sait pas encore si ça va se faire. Ce serait une énorme signature. À 25 ans, c'est un des meilleurs joueurs de Liga MX pour Miami, et puis aussi d'un point de vue marketing, parce que la ville est assez latino-américaine. Mais c'est pas encore fait. Donc moi, c'est tout ce dont j'avais à dire. Anthony, est-ce qu'il y a un transfert auquel tu veux parler que j'ai oublié de mentionner? Ben moi, j'ai eu 3 départs là. Que j'aimerais mentionner. Premièrement, Corey Burke de Philadelphie qui a été envoyé en prêt en Autriche. Vraiment, c'est un joueur qui, à sa première saison, avait vraiment épaté la MLS. Moi, j'adorais ce joueur. Et pour des problèmes de visa, là, il peut tout simplement plus rester à Philadelphie. Donc, c'est vraiment décevant pour ce joueur qui doit encore repartir. Là. Donc, vraiment, Philadelphie avait un peu trouvé son buteur pratiquement partant ou néanmoins de rotation. Et par des manques de visa, je sais pas qu'est-ce que Corey Burke a fait dans sa jeunesse, mais malheureusement, il ne peut pas rester en MLS. Donc, c'est vraiment décevant pour Philadelphie. Sinon, c'est des transferts, je crois, que se sont passés la semaine dernière, mais Kemar Lawrence à Anderlecht et Hector Villalba qui retournent en Amérique du Sud, c'est quand même des gros transferts. Là. J'ai un peu peur pour ces 2 équipes-là, les Red Bulls et Atlanta, là, qui perdent des gros morceaux là, durant la off-season. Ouais, ce qu'on disait pas mal aussi, c'est qu'avec les équipes attendaient peut-être le nouvel accord avec les joueurs pour savoir quel argent serait disponible. Ouais. Et peut-être que dans les semaines prochaines, on verra énormément de signatures. Mais tu as raison, ça fait 2 gros départs. Et puis Atlanta, il n'y a pas beaucoup d'arrivées. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Et je crois que c'est un peu tout pour cette première partie. On va se retrouver tout de suite après avec Donovan, le fan de Portland, qui gère le compte Twitter francophone des fans de Portland. Anthony, merci de m'avoir accompagné. Et à tout de suite, chers auditeurs. Bonjour à tous et de retour sur Culture Soccer. Je suis toujours avec Anthony de Varenne, mais aussi accompagné cette fois de Donovan, qui est le Twitter manager, on va dire, du compte francophone des fans de Portland. Comment ça va, Donovan? Bien. Très très bien. Très heureux d'être là. Anthony, tu vas toujours bien? Oui, toujours bien. Très, très content là,
de parler de Portland avec Donovan. Ouais, parce que c'est un club très particulier qui a connu une saison compliquée la saison dernière et puis qui a pas mal reconstruit son effectif. Donovan, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire un peu la saison passée? Parce que vous avez eu des débuts compliqués, puis après ça s'est redressé grâce à un joueur qui finalement est parti. Explique-nous un peu comment c'est passé et comment tu décrirais finalement la saison dans son ensemble. Saison très galère, on va dire, mais on s'en est quand même plutôt bien sorti. On a vu de bonnes choses. Après, une dépendance à Brian Fernandez, clairement, sans lui, on serait peut-être pas en playoff. Et on a vraiment mal commencé, puisque après 6 ou 7 journées, je crois qu'on était au fond du classement de la conférence, avec Atlanta dans l'autre. Enfin, c'était un début calvaire, quoi. Oui, c'était assez compliqué comme début. Je me rappelle, on disait déjà que c'était la fin. Mais ouais, vous avez recruté ce bon vieux Brian Fernandez, qui finalement a été un peu un flop. Pour ceux qui forcément ne suivent pas la MLS super près, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé avec Brian Fernandez après les débuts Tony Truant? Disons que donc c'était un pari, on va dire, puisqu'il avait eu des problèmes de drogue par le passé, il avait été suspendu déjà par la FIFA, si je me trompe pas. Et du coup, donc on a tenté le pari. Ça a plutôt bien marché, jusqu'au moment où il s'est séparé de sa femme, avec qui il avait eu un enfant. Du coup, il a demandé à être suivi parce qu'il avait peur de rechuter, on va dire. Donc, il avait un partenariat, on va dire, avec le traitement avec la Ligue. Mais il a commencé, c'était à Miami, si je ne me trompe pas. Donc, il a suivi le traitement au début, puis après, il a renoncé. Alors que c'était son choix. Et du coup, ça a mis un terme au contrat avec Portland et la MLS. D'accord, et il est parti finalement un peu plus tôt que prévu. Anthony, toi, comment tu revois un peu la saison 2019 de Portland, si tu devais la décrire rapidement? Ouais, c'est sûr que moi, je m'attendais à un peu plus. Par exemple, lorsqu'ils étaient venus à Montréal avec une équipe pratiquement de réserve, ça m'avait un peu surpris. Je sais pas, Donovan, est-ce que ça s'est répété plusieurs fois la saison dernière ou Non, vraiment, contre Montréal, c'était vraiment le pic total vraiment de turnover parce que il y avait Atinella titulaire, qui était titulaire avec Clark, mais sinon tous les restes c'était des remplaçants. On avait Aspri là en pointe, voilà quoi. Faut pas faire grand chose avec ça. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, là, malgré la saison moyenne de Portland, là, on voit il y a un bon noyau de joueurs et surtout des excellents jeunes là, qui pourraient percer il y en a quelques-uns qui l'ont déjà percé l'alignement, mais vraiment, là, dans les prochaines années, ça risque d'être des joueurs à surveiller. Je pense à Marvin Luria, Zambrano également, Williamson. Au poste de buteur, là, et Bobby C, vraiment, là, c'est intéressant. Malheureusement, la saison dernière, ça l'a pas. Je pense pas que la direction a été contente de la saison, mais je crois que cette saison, ça risque d'être mieux, là, et je pense qu'on va en parler. Ça va être mieux cette saison parce que on avait comme pas mal de renforts. On a un effectif qui a très peu bougé. Et puis les jeunes, ça va être Loria par exemple. Ça va être l'année où il va devoir confirmer, comme avec Bobby C. Bobby C, c'est cette saison qu'il faut qu'il confirme, sinon ça va être dur de faire sa place après. Sachant qu'on a recruté un attaquant, on a un autre attaquant en prêt, donc il va falloir faire sa place. Ouais, avant de parler du recrutement, je voulais juste te poser une question comme on l'a fait la semaine dernière avec Dos Santos et Vancouver. Votre entraîneur, c'est Giovanni Savarese depuis maintenant 2 ans. Qui était connu pour entraîner avant les New York Cosmos, qui avait fait un très bon travail, que Portland avait attrapé, que tout le monde était très content de le voir arriver. Et depuis, j'ai l'impression, est assez populaire avec les fans, il est assez charismatique, on va dire, et il a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant qu'il il a une barbe d'ailleurs maintenant, mais à part ça, comment les fans attendent un peu la 3e saison de Savarese? Est-ce que c'est la saison où il doit vraiment tout gagner, ou sinon c'est dehors, ou est-ce qu'il y en a qui sont déjà un peu énervés avec lui, ou est-ce qu'au contraire il y a toute la confiance des fans? Il y a toute la confiance, parce que Portland c'est pas vraiment un club où ils vont mettre la pression sur l'entraîneur, puisqu'on fait quand même régulièrement les playoffs, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc on vise les playoffs. Après, difficile à dire, puisque c'est vraiment une année peut-être de transition, puisqu'avec les anciens qui commencent à dire c'est le début de la fin.
Et avec les jeunes qui poussent, c'est difficile de savoir ce qu'on va faire vraiment cette année. Mais pour Savarizé, il n'y a pas de remise en question. Il n'y en avait pas Ah l'année non, dernière non plus. Total Pas du tout. confiance à 100%. Pas de souci Ouais, là-dessus. c'était un mec qui est un peu apprécié, j'ai l'impression, aux deux à côté dans la ligue. En fait, un peu dans toutes les équipes. Anthony, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, vraiment. Portland, là, moi, dans ma tête, Portland, c'est tout le temps un gage, pas d'excellence, là, mais gage de belles saisons. Et non, vraiment, je suis d'accord. D'accord, parfait. On va passer au transfert, surtout les départs. Tout d'abord, tu parlais de Brian Fernandez un peu plus tôt, mais vous avez aussi perdu un autre buteur, Lucas Melano, qui aura été un petit flop aussi. Voilà, au niveau de, on va commencer par lui, du coup, par l'attaque. Lucas Melano, quel bilan tu en tireras de son expérience à Portland, Donovan? Pas grand-chose à vrai dire. La saison passée, il a fait une bonne pré-saison. J'étais confiant. Et au final, patatras, quoi, la galère. On va pas se mentir. Après, il a été en conflit avec Savares en plus. Donc, il avait vraiment plus sa place ici. Il montrait les seuls bouts de match qu'il a eu, il a vraiment rien fait de terrible. Donc, qu'il soit là ou pas là, ça changeait rien. On va pas se mentir. D'accord. D'accord, et du coup, vous avez aussi perdu pas mal de défenseurs, par contre. D'abord, Zarek Valentin à Nashville, mais aussi, je pense à Claude Dielna, le français. Quels sont les noms que tu vois par rapport au départ qui te choquent comme des mecs qui vont être compliqués à remplacer? Claude Dielna, pas trop grave, parce que c'était un gros salaire. Il jouait remplaçant. Et on va pas dire qu'il était très exceptionnel non plus quand on l'a vu, même s'il a fait une bonne fin de saison tout de même, quelques absences. Le plus problématique pour moi, c'est Valentine, parce que c'est un bon remplaçant, vraiment très bon, puisqu'il tournait avec Moreira et Villafaña. Donc ça fait un peu chier, on va dire, qu'il a été drafté en plus par Nashville pour être envoyé à Houston. Mais bon, après on a réussi à recruter, donc j'ai confiance. D'accord, donc pas de gros départs qui peuvent changer un peu les dynamiques de Portland. Non, pas pour. En titulaire, non. La problématique, c'était Valérie. Est-ce qu'il va re-signer ou pas? Donc, il a re-signé. Ça, donc, on est tranquille à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de gros départ. C'est pour ça que l'effectif est très peu changé par rapport à l'année dernière. Donc, j'espère une bonne saison. Ouais, en soi, vous avez juste rajouté de la qualité. Tu parlais de Valérie qui a re-signé, mais il y a aussi Sébastien Blanco. Enfin, ces deux joueurs qui sont assez emblématiques des dernières saisons de Portland. Quel un peu type de signature ça a été? Est-ce qu'ils ont eu une augmentation de salaire, une baisse? Est-ce qu'ils sont là pour rester titulaires l'année prochaine? Explique-nous un peu pour ces deux-là. Donc, Sébastien Blanco, il a signé un contrat en DP, donc il sera titulaire, il n'y a pas de souci. Après, reste à voir, puisque la saison passée, il a loupé quelques matchs, par-ci par-là, à cause de petites gênes. Donc, espérons que le physique suive. Et Diego Valeri, donc, qui est passé de DP à TAM. Donc ça, c'est une grosse bonne nouvelle, parce que ça nous a libéré une place de DP pour recruter justement Niels Goda. Donc ça va nous aider pas mal, car Valérie n'aurait pas re-signé, je pense que ça aurait changé vraiment tout le mercato. Ou s'il aurait re-signé en DP aussi, ça aurait changé vraiment le mercato. Donc là, on s'en sort vraiment bien. D'accord, et Valérie gardera sa place de titulaire? Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va peut-être un peu plus tourner, parce que le fin de saison dernière a commencé aussi pas mal remplaçant. Donc à voir, mais il est encore très bon. Si le physique suit, ça devrait aller. D'accord. Et toi, Anthony, tu en penses quoi de ces deux joueurs? Est-ce qu'ils peuvent perdre leur place en milieu de saison? Mais c'est sûr que un Diego Valeri, vraiment, c'est une légende pour Portland. Vraiment, j'ai l'impression que ça va être un joueur important jusqu'à son départ. Et je le vois pas vraiment cirer le banc vers la fin de saison, mais vraiment à chaque match et refaire quelques minutes. Je crois que ça va être un joueur important. Et Sébastien Blanco, là, il l'a montré l'année dernière, là, dans des moments importants, là, il a pu faire la différence. Donc, non, vraiment, vraiment là, pour ces deux joueurs-là, là, je m'inquiète pas trop. Là. D'accord. Et passons du coup aux signatures. Tu parlais, vous avez pas mal signé pendant le transfert de Van. Vous avez signé surtout des joueurs qui vont améliorer votre effectif. La signature la plus chère, ce n'est pas Nick Gosda, apparemment, c'est Yimi Chara, le frère d'un joueur qui était déjà chez vous. Ouais, c'est ça, je ne sais plus le prénom, mais ouais, Yimi Chara et les droits colombiens qui vient de l'Atlético au Brésil, Mineiro.
Est-ce que lui, il jouera aussi titulaire? Est-ce que c'est un joueur désigné? Dis-nous un peu tout ce que tu sais sur Yimi. Bah, sur le côté droit, il y a une place à se faire. Et on a Ebo Bissé qui joue attaquant, mais il peut jouer aussi, enfin, il est meilleur sur l'aile. Donc tout va dépendre, mais je pense qu'il sera titulaire en début de saison en tout cas. Ça, c'est sûr. Après, c'est difficile à dire puisqu'on a beaucoup de nouveaux arrivants. Est-ce qu'on va continuer à 2 ailiers et un BU? Ou est-ce que ça va rester, va changer? Je sais pas du tout. Il est joueur désigné? Yimi Chara, oui, il est joueur désigné. Donc ouais, on s'attend à ce qu'il soit sûrement titulaire vu les sommes qu'ils ont payées. Et l'autre grosse signature, c'est l'avant-centre Jarosław Niezgoda de Varsovie. 3 millions d'euros et 24 ans pour un Polonais qui était vraiment un des meilleurs buteurs, je crois, du championnat polonais, il me semble. Est-ce que lui, comment va ça fonctionner? Est-ce qu'il va être titulaire assuré? Est-ce qu'il va devoir partager? Vous allez jouer à 2 pointes avec Ebo Bissé. Quel est un peu ton ressenti par rapport à ça? Je pense qu'il va être là vraiment pour remplacer, on va dire, le poste de Fernandez. Après, ça va rester à pas exclu de jouer avec plusieurs BU. Donc vraiment, la compo cette année, ça va être, c'est vraiment dur de prédire, puisque ça va rester là pour tester aussi, il a dit. Donc, mais je pense que il va être là pour remplacer Fernandez, on va dire. Si on devait faire la compo de l'année dernière, sans Fernandez, c'est Niezgoda qui le remplacerait. Donc, est-ce que c'est dans ce cas-là Andy Polo qui perd un peu de minutes? Andy Polo, risque de perdre pas mal de minutes cette année, parce que déjà la saison dernière, il n'a pas été étincelant, on va dire. Donc, Polo risque de perdre du temps de jeu cette année. Toi, Anthony, quand tu vois justement les 2 nouvelles recrues, Niezgoda et Chara, mais aussi Polo, Ebo Bissé et Blanco, qu'est-ce que tu penses un peu de cette attaque de Portland? C'est sûr, il y a du beau monde, là. C'est pas un mauvais problème pour Savary C. Il reste à voir, je crois qu'un joueur comme Niezgoda, reste à voir s'il va pouvoir avoir un impact immédiat. J'aimerais ça, mais c'est sûr que si après une dizaine de matchs, là, il y a eu de la difficulté à enchaîner, peut-être que des joueurs vont prendre sa place. Et il va peut-être faire son retour au fur et à mesure de la saison, là, mais vraiment, là, Donovan l'a dit un peu plus tôt que ça risquait un peu de tourner avec des joueurs comme Valérie et tout, mais en attaque aussi, ça risque de tourner un peu et même beaucoup parce qu'il y a plusieurs joueurs et contrairement à d'autres équipes, là, il y a plusieurs joueurs, mais c'est de qualité, là. Ouais, vraiment. Et puis en plus, vous ne jouez pas à la CONCACAF ni rien, donc ça tournera, mais il n'y a pas énormément de matchs non plus. Et on a signé aussi Felipe Mora après. Donc il était un des postulants pour une place de DP. Donc on l'a eu en prêt, donc c'est une bonne chose. Après, reste à voir, parce que je suis pas trop emballé par ses stats. Mais c'est bizarre, comme recrutement. Pourquoi, à ton avis, le club l'a signé, sachant que vous avez déjà Niezgoda et Ebo Bissé? On a que 2 BU, donc il en fallait quand même un 3e, et là c'est en prêt, donc on perd pas grand-chose. Ouais, mais c'est quand même, c'est assez, c'est pas cher, mais c'est quand même, vous avez pour un poste 3 attaquants, du coup, ça fait beaucoup. Ah oui, mais bon, il suffit que Niezgoda se blesse, on n'a plus que 2 BU, et Ebo Bissé en BU est pas ouf, il est meilleur sur l'aile, donc il nous fallait quand même un 2e BU de souche, on va dire. D'accord. Ouais, on va un peu comment ça se déploie. Au milieu de terrain, est-ce que tu penses toujours voir... alors, vous avez Christian Paredes qui est arrivé, il me semble. Ouais, il vient de re-signer. Enfin, on vient de l'acheter. Ouais, c'est parce qu'il était en prêt, c'est ça? Parce qu'il était en prêt avant? Ouais, c'est ça, il était en prêt. Ouais. Ok, est-ce qu'il te viendra le milieu de terrain avec Chara? Ouais, c'est ça. Il y aura Paredes et Chara, normalement, un peu plus derrière. Et donc, devant, enfin, sur les ailes et devant, ça ferait Blanco, Valérie. À droite, on aurait sûrement Chara et devant, Niezgoda, je pense. D'accord, ouais, donc ça va, niveau offense, ça va. Et puis la défense, après, vous avez un peu moins de profondeur de jeu, mais vous avez des noms bien connus. Je pense à Laris Mabiala et Bill Tuloma, que tu aimais bien. Tu aimais bien parler d'eux sur Twitter, souvent. Vous avez aussi Moreira, Farfan, Villafaña. Bon, des noms quand même assez connus en MS. Quel visage va avoir ta défense? Est-ce que tu t'attends à un peu plus de signatures? Dis-nous un peu tout de ce niveau-là. Alors, on a signé Zuparic, qui vient du championnat croate, donc je ne le connaissais pas avant. Il a l'air d'avoir des plutôt bonnes appréciations de ce que j'ai vu. Après, on a Tuloma, il est blessé pendant 2 mois, là, donc il va louper le début de saison. Donc, ce sera Zuparic et Mabiala en défense centrale.
On a Cascante qui sera en remplaçant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tant de profondeur que ça. Pareil sur les ailes, on n'a pas vraiment de remplaçant avec le départ de Valentin. Donc à voir si une recrue arriverait pas encore à ce poste-là. D'accord. Et pour le niveau gardien, c'est qui sera, sachant que Tinella est blessé, mais... Steve Clark, puisqu'il a signé pour un an, donc je pense que ça va être lui, vu ses prestations de la saison dernière. Est-ce que ça sera sa dernière année? Bonne question, parce qu'on avait déjà eu du mal à le refaire signer. Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Après, c'est de le prévoir. Mais ouais, c'est des courts contrats, donc je sais pas du tout. D'accord. Et Anthony, toi, cette défense, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un nom qui ressort comme un joueur un peu plus au-dessus de la moyenne? J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que je va faire. Sinon ça serait bien que ce soit un peu l'année à Marco Farfan. On sait c'est plutôt un latéral gauche, mais avec le départ de Zarek Valentine, qui est un joueur très polyvalent, j'ai l'impression que Farfan peut avoir un peu plus de minutes que les dernières saisons. En 2019, il était surtout avec la réserve, là. Il avait seulement débuté 3 rencontres, donc j'ai l'impression que c'est un peu sa saison. Surtout s'il n'y a pas de renfort là, en tant que latéral, là, il pourrait vraiment dépanner. Surtout à gauche, rentrer dans la rotation avec Villafania, mais également, pourquoi pas à la droite, là, si Savarese lui laisse. Je sais pas, Donovan, toi, est-ce que tu pourrais voir Farfan à la droite? Est-ce qu'il pourrait développer cette position selon toi? Oui, ça doit être possible, je pense. De toute façon, l'année dernière, le schéma qu'on avait avec Savarese, c'est donc on avait Villafania généralement à gauche et Morera à droite, mais Valentine remplaçait les deux de temps en temps. Donc, je pense qu'il va jouer le même rôle avec Farfan. Enfin, il va lui faire jouer le même rôle. D'accord, je vois. Et au niveau, justement, Anthony parlait un peu de la réserve qui joue en USL. C'est une année un peu charnière pour eux parce qu'ils partent du stade. Ils jouaient avant au Providence Park, le même stade que l'équipe première, et maintenant ils jouent un peu, de ce que j'ai compris, ils sont partis de ce stade. Est-ce que tu les vois un petit peu gagner une identité propre? Je veux dire, Seattle par exemple, qui est vos rivaux historiques, ont il y a 2 ans changé un petit peu la réserve pour lui donner un nouveau nom qui serait pas Seattle 2 et pour les mettre dans un autre stade. Est-ce que tu penses qu'à Portland on va avoir la même chose et peut-être avoir une identité plus indépendante pour la réserve? Oui, normalement l'année prochaine, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils changent d'identité. Donc là, ils sont arrivés dans la banlieue de Portland. Donc ouais, ça donne un second souffle au club, pour la réserve, surtout que ils ont fait qu'une fois les playoffs l'année dernière. Ça peut que leur faire du bien au final. Et ça agrandit comment? Disons qu'au Providence Park, ça faisait pas vraiment d'affluence. Là, en banlieue, ça en fera peut-être un peu plus. Ouais, ça a pas mal marché en vrai avec Seattle. Donc pour avoir avec Portland, Anthony, tu penses quoi de ce déplacement? Oui, je crois que ça peut être bénéfique. Antoine, tu viens de parler de Seattle avec les Tacoma Defiants. Ça l'a vraiment, en tout cas, en dehors du terrain, ça l'a vraiment aidé le club. Là, ça devient vraiment on pourrait dire une franchise USL à part entière. Il y a quand même il y a des foules supérieures aux moyennes des réserves, donc c'est bien. Et du côté de Parkland, vraiment d'habitude sur le terrain, ça répond présent. En tout cas, depuis cette année, et même l'année v'là 2 ans, là, ça a commencé à s'améliorer. Donc, j'ai l'impression que s'ils enchaînent les bonnes performances, ça peut bien aller. Mais surtout qu'ils ont recruté Ken Krolicki, le milieu de terrain de Montréal. Donc, ça va être une très bonne acquisition pour au niveau USL. Et Marcus Epps, l'ancien des Philadelphie et des Red Bulls, ils l'ont signé avec la réserve, lui qui a joué à Memphis l'année dernière. Donc, c'est des acquisitions un peu à la MLS. Et on voit que Portland prépare aussi peut-être sa profondeur en cas de pépin. Non, vraiment, j'ai l'impression que contrairement à d'autres réserves MLS, là, Portland et Antoine, je pourrais intégrer aussi Seattle, là, vraiment, ils font du bon travail là, avec leur équipe 2. Là. Mais les résultats suivent un peu plus du côté de Portland. Donovan, est-ce que tu vois que Savarese a l'habitude souvent d'intégrer des personnes de la réserve dans l'équipe première? Ouais, sur le banc, de temps en temps. Quelques petites apparitions. Après, c'est pas ouf non plus, puisqu'on a quand même déjà pas mal de jeunes. Mais Williamson, par exemple, risque d'être un peu plus présent cette année. En plus, il a marqué 2 buts au dernier match
amical, si je ne me trompe pas. Oui, d'ailleurs, si tu veux nous parler un peu des matchs amicaux, comment ça se passe pour le moment? Alors, je les ai regardés de loin. On a gagné 2-1 contre le Deportivo Saprissa et on a gagné 3-1 contre un club dont je me rappelle même plus le nom. Mais là, la saison va vraiment commencer là avec le tournoi au Providence Park au mois de février. D'accord, et c'est un tournoi qui se passe comment? C'est avec des franchises MLS et USL? MLS, ouais, il y a Vancouver, New England et un autre club. Ouais, donc des gros noms quand même pour pouvoir se préparer. Et pour finir, juste une dernière petite question. Qu'est-ce que tu vois pour la saison prochaine? Est-ce que tu as des objectifs en tête et est-ce que tu as des joueurs quels tu penses qui vont se développer cette année? Quelle est un peu ton année 2020 idéale? Les playoffs déjà. Un bon début de saison, pas comme les 2 dernières années, ce serait sympa ça. Et Nies Goda, on attend un vrai BU. On espère qu'il va faire sa place. Après, les playoffs et après on verra. De toute façon, c'est difficile de prévoir. Mais vous avez l'effectif pour faire les playoffs. En tout cas, ça y ressemble. J'aimerais beaucoup, moi, que Bobby confirme un peu cette année. Comme tu disais, c'est une année charnière pour lui. Et vu qu'il n'y a personne en tant que numéro 9 avec l'équipe américaine, s'il sort une excellente saison avec Portland, il y a moyen qu'il intègre la sélection de plus en plus. Anthony, toi, tu as des espoirs pour Portland? En fait, je leur souhaite du succès et surtout que sans les recrues qu'ils ont eues cette année, là, j'aurais eu des doutes. Mais vraiment, si la majorité des recrues confirment, là, je pense que ça va être une belle saison du côté de Portland. Vraiment que c'est toujours une belle équipe à regarder, surtout à domicile avec un stade mythique comme le Providence Park. Là. On souhaite toujours le meilleur à Portland. C'est vraiment une équipe là, qui est dur de détester, sauf si on est partisan de Seattle ou de Vancouver. Non, même moi qui supporte Seattle, j'ai un vrai respect pour Portland, parce qu'il est vrai que le stade est superbe et puis ils ont un vrai lien avec leur communauté qui est assez beau. Donc j'ai de bons mots parfois pour Portland aussi. Donovan, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé mais que tu aimerais parler parce qu'on a oublié? Non, rien de spécial, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être invité. C'était un plaisir de t'avoir eu. C'était très sympa, je vais juste dire, et on souhaite toute la bonne chose pour la saison MLS 2020. Et on est ravis, on te reprendra bientôt, j'imagine. Ça marche, pas de souci. Et d'ailleurs, toi qui es juste un des trucs, toi qui est maintenant vis de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que tu as des projets pour voir des matchs? Alors, déjà. Il y a Boston au mois de mars, 15 mars je crois, donc ça je vais y aller, c'est quasi sûr. Après je me tente bien à retourner un peu à Portland, pourquoi pas le derby contre Seattle, ça peut être sympa à aller voir ça. Ça peut être très très cool, ouais. Et après j'ai vu, il y a Chicago et Minnesota qui sont rapprochés de 3-4 jours, donc je me tente bien aussi au mois de mai à aller voir ça. D'accord, donc ta première expérience serait sûrement au Gillette Stadium. Et si je peux rajouter quelque chose, surtout il va avoir la chance de voir plus de matchs, puisque l'horaire ici est un peu plus favorable. Ça dépend de notre vie nocturne ici en Europe. Mais oui, parfois il faut se coucher tard. Mais c'est vrai que oui, tu seras plus avantagé de ce côté-là. On te souhaite vraiment une excellente saison et beaucoup de matchs à aller voir. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce podcast. Merci Anthony de m'avoir accompagné pendant ce podcast. Merci à toi Antoine, l'animation était superbe. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ainsi que toutes les plateformes d'écoute de podcasts. On a beaucoup d'articles qui sont en préparation pour vous, dont les fameux guides MLS et autres divisions qui vont sortir bientôt. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao.